Donc, je vous remercie d'être venu, de prendre un petit peu de temps ce soir pour cette table ronde sur le jeu change le monde. Mettons un point d'interrogation ou pas. Certains certainement nous diront déjà que le jeu change le monde. Et puis, on s'apercevra aussi certainement que dans les perspectives du développement du jeu, beaucoup de choses sont à faire et qu'il changera le monde de demain dans de nombreux domaines, que ce soit dans le domaine éducatif, le domaine entrepreneurial, le domaine dans la relation familiale, etc. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte aujourd'hui dans le jeu. Autour de cette table ronde, pour cette table ronde, du moins, nous avons donc Laurence Alzac, qui vient sur le festival, elle se présente un peu plus depuis maintenant plusieurs années, 3 ans, 4 ans, 3 ans. Donc elle est créatrice et éditrice de la maison d'édition Envie de jouer depuis 2009. Elle est ancienne conseillère professionnelle dans la région d'Auvergne. Et elle a créé un jeu que vous retrouvez d'ailleurs sur le flip qui ressemblerait, mais je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais un petit peu au... Comment ça s'appelle? Rappelez-moi ce nom. C'est un jeu de lettres. Donc c'est un jeu de lettres recto-verso. Octo-verso, vraiment un jeu de lettres avec des mots. Donc elle va aborder certainement des sujets sur l'évolution des publics, les changements d'attitude et principalement, comme on vient de le dire, les jeux de lettres qui touchent aussi de plus en plus de jeunes. Antoine Rio, à côté d'elle, donc qui est auteur-illustrateur de jeux de société aussi depuis 2002. Vous venez sur le festival depuis combien de temps? 10 ans. Donc qui est président de l'association Kini Game, une petite maison d'édition associative et qui est aussi graphiste indépendant. Voilà. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir aussi un invité, donc Idriss Aberkan, qui se présentera aussi un petit peu plus en détail. On se connaît depuis 1 an à peu près avec Idriss, puisqu'on monte quelques projets à Parthenay qui pourraient se rapprocher, on va dire, le Festival des Jeux et le monde du numérique, deux grosses compétences que nous avons sur la communauté de communes, puisqu'Idriss est professeur à Centrale et professeur à Polytechnique, et c'est un des spécialistes mondial du jeu vidéo dans son rapport avec le monde éducatif. Mais je présenterai mieux que je peux le faire. En tous les cas, Monsieur le Président de la communauté de communes, on va s'exprimer. Bon. Ce soir, je pense qu'on va tout d'abord peut-être écouter nos intervenants et puis s'exprimer sur la problématique qu'on vient d'entendre sur le jeu dans la société d'aujourd'hui, comment eux qui sont créateurs, éditeurs, voient l'évolution du jeu et qu'est-ce qu'il apporte à notre société. Et chacun pourra s'exprimer sur ça, puis après, je pense que nous aurons la possibilité, bien sûr, le plaisir de répondre à un certain nombre de questions pour un temps plus interactif. Certains ont quelques supports audiovisuels, d'autres non. Je vous propose bien que l'on commence. Alors, sur le plan des micros, je pense que chacun en a un. Oh, ou je peux le passer. Je vous propose, non, on va donner l'honneur aux dames. Alors Laurence, peut-être vous pouvez vous présenter peut-être un petit peu plus, comment cette envie d'entrer dans le monde du jeu vous est née, et qu'est-ce que vous avez comme projet, et ce que vous avez créé, quelle relation vous avez avec votre jeu, avec vos jeux, avec votre public, et voilà, racontez-nous une petite histoire autour de ce que vous avez vécu. Alors moi je suis arrivée dans le monde du jeu par l'idée. J'ai eu une idée qui n'existait pas, je me suis dit tiens, je vais la lancer. Donc c'est un peu comme ça, je suis joueuse de dé au départ, hein, bien sûr. Et puis à développer mon projet, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire autour des jeux de lettres. Et puis ça m'a plu de développer l'idée, rencontrer, aller à la rencontre des publics. C'est vrai que les jeux de lettres, j'ai une particularité, c'est que les jeux de lettres touchent un public un peu vieillissant. Donc il y a tout à créer, il y a tout à inventer. Et par des supports un peu ludiques, on se rend compte de l'évolution d'un style de jeu. Sur plusieurs années, avec des publics différents qui viennent aux jeux de lettres, parce qu'on va aussi vers eux, hein, au travers des festivals, au travers des associations. Et donc il y a une évolution du public qui est très intéressante. Et quand je vois des enfants qui s'amusent avec des jeux de lettres, ou voilà, qui s'émerveillent à partager un moment ludique
autour de mots, et ben, je me dis que voilà, l'objectif que je poursuis est en bonne route. Et justement, donc, votre jeu entre Octo Verso, comment est-ce qu'une idée comme ça peut naître? Et dans vos premiers tests, peut-être sur le festival et ailleurs, quelle relation vous avez vécue avec ce jeu précisément? Alors la relation, elle a démarré à Parthenay en plus. Je suis très attachée au FLIP parce que c'est grâce à une association qui est présente ici, alors, je tiens à les saluer, hein, qui s'appelle Créa Ludo, qui m'avait proposé de prendre mon prototype et qui l'a démontré pendant tout le temps du FLIP. Et donc c'est aussi là, grâce à eux, qu'on peut créer un jeu, qu'on peut le faire évoluer, qu'on peut recevoir l'avis, les critiques positives, etc., pour le faire évoluer et pour qu'il cadre au mieux avec le maximum de public en termes d'âge, en termes de niveau culturel, en termes de langue, en termes de tout. Donc c'était très intéressant et ce rapport avec le public, eh ben, on l'a toujours, c'est un échange permanent et ça c'est très très riche. Et c'est quelque chose aussi grâce aux associations, grâce à... je crois qu'on parle là ici ce soir du jeu envers le monde, tourné vers le monde, et je crois que c'est peut-être les 15 ou 20 dernières années, on peut remarquer la richesse associative qui évolue sans arrêt. Les associations de joueurs qui font un travail formidable et qui ne cessent de croître, de se former, de se créer. Des festivals qui voient le jeu, bon, sur le flux, fait partie des anciens, mais heureusement ça fait des petits, donc un petit peu partout, à thème, etc. Et là aussi, c'est vraiment des vecteurs qui permettent au jeu de se tourner vers le monde et de toucher un maximum de public et de montrer aux gens qu'aux côtés des grands classiques qu'on peut trouver en grande distribution, il y a des jeux autres qui existent, et ça petit à petit, grâce à des grosses locomotives, des gros jeux en public, comme Double, comme des jeux comme ça, que vous devez connaître, on arrive à accéder à un public qui, il y a 10 ans, en tout cas, ne savait même pas que ça existait. Donc Antoine, vous pouvez un petit peu nous parler un petit peu aussi de votre travail d'auteur-illustrateur, et puis aussi de votre rôle de président qui, j'imagine, fait la promotion aussi du jeu en France et dans le monde. Dans le monde, oui, bien sûr, à mon échelle. Moi, je suis arrivé dans le monde du jeu de société, on va dire par hasard. En 2002, nous créons un jeu avec un ami, un jeu qui s'appelait Heroes DI. Au début, moi j'étais juste illustrateur. Ah, tu dessines bien, tu veux pas nous aider dans un jeu, etc. Très bien, donc je dessine, je fais la mise en page, on réalise le jeu, il sort. Il est sorti à l'occasion de Parthenay, je crois, 2002. Et depuis, on a fait faire des championnats de France et Heroes DI tous les ans jusqu'en 2009 à peu près, date à laquelle on a un peu jeté l'éponge puisque le jeu avait un peu périclité, mais bon, on a quand même tenu 7 ans, on a fait 18 000 ventes et tous les ans à Parthenay, il y avait un championnat de France. En 2009, moi j'ai créé une association qui s'appelle Kini Game, et en parallèle, donc, je sortais d'école d'art appliqué, j'ai lancé mon activité indépendante de graphiste, illustrateur, et j'ai travaillé principalement pour des éditeurs de jeux de société, notamment M6 Interaction, qui font des jeux tels que Un dîner presque parfait, etc. Enfin bon, voilà, des jeux commerciaux. Ça m'a permis de voir tout un panel une variété de jeux différents, et puis surtout des modes commerciaux très différents, puisque dans le monde du jeu de société on va dire moderne, on a les boutiques et le réseau de distribution classique de boutiques qui vendent du jeu comme tout le monde connaît à Parthenay maintenant, mais aussi, et c'est ce que connaît le grand public, ces jeux qu'on trouve en grande surface et qu'on voit à la télévision, etc. Les jeux de réalisement, on ne les voit pas à la télévision. C'est sûrement en rapport avec le coût de la publicité, mais on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même univers, et je préfère, c'est une goût personnel d'auteur, travailler pour moi, pour mes créations personnelles en tant qu'auteur, faire des productions en petite quantité et travailler avec le réseau de boutiques spécialisées, mais c'est vrai que en tant que graphiste illustrateur, travailler sur des projets qu'on va voir dans le commerce, dans les grands commerces, etc., c'est aussi un certain, je ne veux pas dire une certaine fierté, mais on est content, tiens, on voit en rayon, etc. Je dis, je suis chez Auchan,
Et en fin de compte, ce sont deux univers très scindés. Donc, Kinney Game, c'est mon côté auteur de jeux, donc on va dire artisan, et puis mon côté illustrateur graphiste qui m'a fait travailler dans le côté, on va dire, industriel de la chose. Depuis donc 2009, à peu près, j'ai ces multiples casquettes. Et quelles sont pour vous quelles sont les valeurs justement qu'apporte le jeu à notre société aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Pour moi, un jeu, ça apporte toujours plein de choses, puisqu'on partage d'abord un moment d'amusement en général, même si c'est un jeu qui peut être entre guillemets sérieux, de lettres ou éducatif, ça a toujours un côté ludique, donc amusant et plaisant à jouer. On peut ne pas du tout aimer perdre ou gagner, on peut quand même s'amuser à jouer. Bon, bien sûr, si on n'aime pas perdre, c'est plus compliqué, mais quoi qu'il se passe, on peut jouer à de très mauvais jeux et s'amuser quand même. Bon, ça dépend tellement des gens qui sont autour de nous à jouer, qu'en fin de compte, c'est plus le plaisir de partager quelque chose à ce moment-là avec des gens autour d'une table, autour d'un plateau de jeu, qui fait que ça se passe bien ou pas. Bon. J'ai par exemple, moi, créé des jeux d'ambiance au tableau à sur des jeux des party games. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Ah non, j'aime pas ces jeux-là, c'est nul, on s'ennuie autour de la table. Et vous jouez avec qui? Si vous jouez avec moi, bon, je suis pas dans la boîte du jeu, mais si vous jouez avec moi, c'est amusant. Si vous jouez avec des personnes qui font la tête tout le temps, peut-être ça marchera pas. Mais... Donc du coup, c'est vrai que le jeu de société attire autour d'une table des personnes différentes qui se réunissent pour un point commun, ce jeu-là, et donc vont partager quelque chose autour de ce jeu-là. Pour moi, bon, on a beau parler des valeurs de la société qui se perdent, des parents qui se parlent plus, etc. Il y a toujours eu des distances qui étaient un peu élastiques entre les personnes, et le jeu de société moderne est en train de regagner du terrain parce qu'on a envie de revenir les uns vers les autres. À mon sens, le jeu apporte ce lien entre les gens, puisque autour de quelque chose qui fait consensus, le jeu, le côté amusant, on va pouvoir aller les uns vers les autres et discuter. Donc un jeu qui renforce les liens sociaux. Et pour vous, il y a des notions d'apprentissage aussi dans le jeu de lettres, j'imagine. Oui, parce que le jeu peut être support pédagogique. On apprend beaucoup mieux en s'amusant. La notion de plaisir fait partie de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre si on n'a pas plaisir à faire quelque chose. Donc là aussi, il y a une évolution, je pense, par rapport au monde du jeu, c'est que le jeu rentre dans l'éducatif, rentre dans les écoles. Bon, il était déjà par les orthophonistes, par des professions comme ça, paramédicales, mais de plus en plus, les instituteurs, les professeurs jouent. Et même s'ils détournent les règles, même si c'est le principe d'un jeu, chacun doit s'approprier comme il l'entend. Et donc, le jeu devient vraiment éducatif. Et ça, c'est une de ses forces aussi. Et c'est un des vecteurs pour pouvoir toucher un maximum de public. Très bien. Donc justement, sur cette partie éducative, je pense que Idriss Aberkan, vous avez beaucoup travaillé. Et ce soir, je pense que vous allez pouvoir nous apporter aussi un éclairage sur peut-être une partie historique du jeu, un petit peu peut-être, et surtout son rôle aujourd'hui dans la société, et surtout qu'est-ce qu'il peut changer demain. À vous, Idriss. Peut-être le présenter un petit peu aussi, même si votre modestie. Vous m'avez très bien présenté déjà, il y a rien à ajouter, si ce n'est qu'en fait je travaille aussi avec Stanford, l'université de Stanford est le cœur de la Silicon Valley aux États-Unis. Et c'est un lieu où on joue beaucoup et où l'économie du jeu a vraiment changé l'État de Californie et en fait tous les États-Unis. Donc moi je suis là plus pour répondre à la question les jeux changent-ils le monde? Ma réponse est très claire, les jeux changent déjà le monde là maintenant. Tout le XXIe siècle va être profondément remanié par le fait que les gens jouent, qu'ils apprennent en jouant. Et je voulais commencer justement ma présentation avec ce désert qui a été profondément changé par le jeu. Je vous laisse deviner de quel désert il s'agit. À votre avis? Las Vegas. C'est pas les mêmes jeux évidemment, mais ça c'était le désert de Mojave. Et en 60 ans,
il est devenu la capitale du divertissement mondial. Pour les jeux d'argent, évidemment, mais c'est vraiment l'idée. Les gens sont prêts à se réunir, à créer une ville en plein désert où il n'y a absolument rien, si ce n'est un puits, pour jouer. Pour évidemment essayer de gagner de l'argent, mais pour jouer. En fait, le jeu est un motivateur extrêmement puissant. Est-ce que vous savez, par exemple, donc là c'est pas un jeu d'argent, combien de temps l'humanité a cumulé à jouer à World of Warcraft? Ouais, c'est énorme. World of Warcraft, ce n'est pas le premier jeu où on incarnait un personnage et où on jouait en groupe, ce qu'on appelle les masses multijoueurs en ligne, mais c'est celui qui a eu le plus de succès. À votre avis, c'est quel ordre de grandeur? C'est énorme. Levez la main ceux qui pensent que c'est 1000 ans. Plus. Que c'est 10 000 ans. 100 000 ans. Ah, pas 100 000 ans, mais pas loin. Ayez le courage de lever la main. 100 000 ans, ça fait beaucoup. 100 000 ans. 100 000 ans. 100 000 ans, vous avez l'histoire connue, quoi. L'histoire humaine, 100 000 ans. 7 millions d'années. 7 millions d'années. Ce jeu n'existe que depuis 2004. C'est énorme. De 2004 à nos jours, on a passé, cumulé 7 millions d'années à jouer à World of Warcraft. Si vous voulez un ordre de grandeur, c'est 30 fois plus que le temps passé à travailler chez Apple par tous les employés d'Apple depuis que la compagnie existe, depuis 1976. C'est-à-dire qu'entre 1976 et nos jours, Apple a mobilisé 30 fois moins de temps que World of Warcraft. Apple, pour la petite histoire, ils ont le PIB du Vietnam en cash. C'est la boîte qui est tellement riche qu'elle a le PIB du Vietnam en liquide. Ils travaillent 30 fois moins qu'on ne joue à World of Warcraft. Ça paraît anecdotique, ça paraît anodin comme ça, mais en fait, on pourrait transformer le travail en jeu. Parce que moi, de formation, je suis neuroscientifique, ma spécialité c'est le cerveau, comment il apprend, comment il fait des maths notamment. Et je peux vous dire que jouer et travailler pour le cerveau, c'est absolument la même chose, à un détail près. Il y a un ingrédient dans le cerveau qui a dans le jeu et qui n'y a pas dans le travail, c'est la dopamine. On peut le trouver dans le travail aussi, quand c'est du travail manuel notamment. Quand c'est du travail purement intellectuel, on la trouve beaucoup moins. Et la dopamine, si vous voulez, c'est le sucre du cerveau. C'est ce qui rend une activité plaisante ou pas. Pour le cerveau, la définition d'un travail et d'un jeu, ça n'existe pas. C'est uniquement contextuel. Si on aime l'activité, ça devient un jeu. Si on ne peut pas la supporter, ça devient un travail. Alors, le fait de jouer, ça a évidemment influencé de très grandes compagnies. Et je vous cite évidemment Google. Ça, c'est les bureaux de Google. Il y a des jeux un peu partout. Chez Google, ils aiment beaucoup les Lego, mais je veux dire, si vous postez ce genre de photos sur Facebook et que vous êtes employé chez Google, vous êtes à la base en train de faire une bataille de chaises, là, avec des autotamponneuses avec des chaises en pleine heure de bureau. Chez Google, c'est encouragé. Je plaisante pas. Vous devez passer 10% par contrat, si vous êtes ingénieur en recherche et développement chez Google, vous devez passer 10% de votre temps payé au bureau à jouer. Pourquoi? Google s'est rendu compte que dans ces 10% de temps passé à jouer, 50% de leurs nouveaux produits étaient nés. La moitié des nouveaux produits de Google sont nés dans ces 10% de temps passé à jouer au billard, faire une partie de jeux vidéo, ou bien, comme Gaston Lagaffe, faire une collision de chaises à scie roulette. Donc c'est institutionnaliser le jeu. Et je ne vous cache pas que le bien-être en entreprise va s'en ressentir aussi. Donc ça, c'est la culture Google, si vous voulez. Ils adorent les Lego, ils encouragent leurs employés à jouer. Ou bien sur leurs 10% de leur temps, ça peut être aussi créer un mur végétal dans le bureau. Faites un truc de vos mains qui vous plaît, qui n'a rien à voir avec le boulot, du temps récréatif. Pour être créatif, il n'y a rien de tel que de passer du temps récréatif. Et je ne vous cache pas que ça, les boîtes françaises ont beaucoup de mal à l'assimiler pour l'instant, surtout les grands. Il y a des raisons sociologiques à ça. Mais dans la partie « les jeux changent le monde », voilà des exemples. Alors, j'ai 3 messages clés à faire passer, si vous voulez, dans cette présentation. Que jouer, c'est naturel. C'est ce que vous voyez à gauche. Que jouer, c'est la façon la plus rapide d'apprendre. Vous ne pouvez pas apprendre plus vite qu'en jouant. Ça ne veut pas dire que tous les jeux vous feront apprendre vite, mais si vous voulez apprendre le plus vite possible, il faut faire un jeu ergonomique pour ça. D'un point de vue cérébral, ça y est, c'est prouvé, c'est entériné. C'est même plus sujet à débat. Et enfin, que jouer, c'est dans notre siècle économique. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, jouer,
c'est la façon normale d'apprendre. En fait, j'oubliais, vous pouvez m'interrompre à tout moment et poser des questions là en pleine conf, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez vous lever et dire Idrissa Berkane, ce que vous dites c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun problème. En plus on est peu, c'est justement ça qui est bien, ça peut rendre les choses interactives. Donc vous ne vous laissez pas impressionner par le coup de l'estrade là. Interrompez-moi, ouais, allez-y. Juste avant, là je jouais ces bio, juste avant l'image d'avant où vous disiez. Vous pouvez me tutoyer, on peut se tutoyer. Ouais. Ça m'arrange, je suis dyslexique, alors ça va m'arranger énormément. Le jeu, juste avant. Ah, celle-là. Le jeu. Oui, je peux parler fort. Le jeu, c'est la façon naturelle, la plus rapide d'apprendre. C'est la façon la plus rapide d'apprendre. Et quelque part, quand on dit que le jeu change le monde, c'est pas le monde qui change. C'est pas le monde qui change, c'est l'humain. Oui, c'est nous. C'est nous. Et nous, en tant qu'êtres humains, on change avec les jeux qu'on joue. Les jeux ont une évolution. Je pense que les jeux qui vont être joués dans 20 ans seront en réalité la résultante des jeux qui ont été faits par les créateurs là maintenant. Et cette chose-là, ça fait qu'en réalité, le jeu, c'est le reflet. On dit qu'un pion dans une boîte, il est bête, et c'est que le joueur lui donne son âme, et le pion devient vivant. Et donc, si le pion devient vivant à cause de notre vie, je pense qu'en réalité, ce n'est pas maintenant que ça a commencé à changer. Mais c'est à partir du moment où nous, on est venus des têtes à deux pattes qui sont mis à marcher, qu'on a commencé à devenir humain à cause du jeu, parce que le jeu a commencé à nous changer. Et c'est une résultante. On ne peut pas enlever de dire que ça change maintenant. Ça a changé depuis que nous, on est êtres humains. En fait, c'est absolument vrai. Bon, du coup, vous rendez tout le reste de ma présentation obsolète. Là, je peux tout remballer. C'est exactement ça, les humanistes enseignent avec le jeu. En Afrique, pas qu'en Afrique, dans toutes les sociétés traditionnelles, on transmet les connaissances essentielles avec le jeu. Prenez la Wele en Afrique. Pour transmettre les notions comptables, c'est un jeu. Il n'y avait rien de tel qu'un jeu pour transmettre des notions aussi importantes que la comptabilité. Mais aussi pour chasser, etc. Donc c'est vrai que quand je disais changer le monde, évidemment, je disais changer l'humanité. C'est tout à fait ça. Et en fait, mais là pour le coup, j'ai montré un bébé léopard des neiges, il est en train de jouer. Je la montre celle-là parce qu'il y a des profs dans la salle par hasard où... je ne pense pas que ce soit votre cas, mais beaucoup de profs considèrent que jouer c'est mal. C'est prendre du plaisir en classe, jouer, s'amuser en classe, c'est mal. Si on s'amuse ou qu'on joue, c'est souvent tacite, hein, c'est pas marqué dans les textes officiels, mais disons par expérience, intuitivement, on se dit que jouer en classe, s'amuser, c'est mal. Si on joue, c'est forcément qu'on n'apprend pas. Je veux juste préciser une chose pour les enseignants, c'est en maternelle c'est naturel, en primaire ça ne l'est plus. Absolument. À partir du moment où on saute de 5 à 6 ans, ça devient plus naturel de jouer. Non, je veux dire avant. Pour les enseignants. C'est-à-dire qu'avant 6 ans, c'est naturel de jouer en classe. Après 6 ans, ça ne l'est plus. Absolument. Alors, il y a des sociologues américains qui ont étudié ça du point de vue de la patriarchie. Comme vous le savez, on parle de l'école maternelle. Et les valeurs maternelles, c'est la compassion, le pardon, la patience, etc. Et les valeurs paternelles, c'est beaucoup plus souvent la compétition, la domination, etc. Bon, c'est une analyse parmi d'autres. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais c'est vrai que, d'une façon empirique, quand on observe, le jeu disparaît. La notion de prendre du plaisir en apprenant disparaît. Oui, pardon. Je t'en prie. Je vais juste abonder dans le même sens, puisque j'ai créé un jeu qui s'appelle Au Tableau, qui est sur le thème de l'école élémentaire. Et bien sûr, ça cible un public de 6 à 10 ans, bon, voire plus si affinité. C'est un jeu qui n'est pas du tout éducatif, qui reprend je fais ma pub, hein, qui reprend des petits jeux d'école, de cours de récré. Et en fin de compte, c'est vrai que j'ai eu des enseignants aujourd'hui, mais ce n'était pas la première fois. Et c'est assez difficile de faire asseoir des enseignants autour d'un jeu qui n'est pas éducatif sur le thème de l'école pour leurs élèves, en fin de compte, grosso modo. Et alors, il y a deux réactions. Un, il s'appelle Au Tableau, un non, c'est éducatif, j'en veux pas. Bon, bah non, c'était pas le cas. Et il y a deux, c'est éducatif, non, ah, m'intéresse pas. Bon, et c'est vrai que pour les enseignants, alors c'est pas vrai en centre d'animation, etc. On est là pour jouer, on est là pour s'amuser. Si c'est sur le thème de l'école, bah, ça parle aux enfants, c'est aussi bien. Mais par contre, pour les enseignants, c'est malgré tout un thème qui les concerne, un thème qui concerne leurs élèves. Et comme ça, non, c'est un jeu, c'est pour jouer, c'est pour s'amuser, donc ça ne les intéresse pas. C'est vrai que pour les élèves,
les enseignants de primaire, l'école paternelle du coup, c'est vrai que ils sont pas du tout, ils se sentent pas vraiment concernés par le jeu à ce moment-là. Pire au lycée après. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, est-ce que vous l'avez expérimenté ça? Est-ce que ça vous est arrivé vous? En même temps, vous pouvez parler plus fort juste. En primaire, on apprend aux enfants le goût de l'effort qui travaillent. Si on les habitue, les gens qui n'ont pas envie de faire grand-chose, et si on leur accorde du temps pour jouer en classe, il y a du moment pour jouer pour les enfants qui terminent leur travail, ils ont un endroit où ils peuvent s'amuser, sans déranger les camarades. Sauf qu'à cet âge-là, ils ne savent pas faire des choses. Et jouer et travailler, c'est pas compatible. Soit jouer, soit travailler. Alors là, par contre, je suis vraiment désolé, je vais vous tacler carton rouge direct. Pour le cerveau, donc jouer et travailler, c'est la même chose, c'est simplement contextuel. C'est-à-dire que vous pouvez transformer une activité, un travail en jeu, vous pouvez transformer quelque chose de chiant en quelque chose d'amusant. Pour le cerveau, c'est un artifice. Par contre, ça dépend évidemment de ce qu'on entend par jouer, puisqu'on a tous des définitions différentes. Jouer, comment on voit ça? Quand on dit jeu, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Ils se mettent au fond dans la classe, ils se mettent ensemble, ils font du bruit. Évidemment, ça, dans ce cas-là, ça ne sera pas compatible avec le fait de transférer de la connaissance. Mais acquérir de la connaissance en prenant du plaisir, mieux que ça, en étant accro. J'ai beaucoup travaillé sur les addictions au jeu. J'ai vu des cas de gens qui avaient des addictions à la connaissance. J'ai vu des cas de gens qui avaient des addictions aux maths, qui avaient des addictions à la physique. Que, voilà, vous étiez obligé de les arrêter, de leur dire non, ferme le bouquin, t'as assez fait de maths aujourd'hui, ça va pas. Et c'est ça, évidemment, qui m'a montré qu'en fait, pour le cerveau, c'est contextuel. Alors avant de prendre votre question, et après de toute façon, je continuerai aussi sur la vôtre, parce que là, je ne vous ai pas tout dit, mais c'est ce qui va venir dans le reste de la conférence. Là-dessus, sur le point ergonomique, jouer, c'est la façon naturelle d'apprendre du système nerveux. Tous les animaux qui ont un crâne, les crâniates, ça va de la lamproie jusqu'à nous, jouent pour apprendre. Et pour eux, c'est la façon normale d'apprendre. C'est-à-dire, ce bébé léopard de neige, s'il ne joue pas, il va mourir. Donc le concept de jeu sérieux, là, il est extrême. C'est pas un jeu sérieux, avoir des bonnes notes, c'est tu joues pas, tu vas mourir. Tu ne sauras pas chasser, tu ne sauras pas défendre ton territoire, tu vas mourir si tu n'as pas joué. Donc dans la nature, l'apprentissage doit être renforcé, doit être agréable. Sinon, les organismes ne vont pas s'y livrer. Donc dans la nature, l'apprentissage est naturellement agréable et lié au plaisir. Excusez-moi, votre question. Alors c'était juste pour dire que ma mère, elle est instruite en fait en école primaire justement, donc elle a fait du CP, elle a fait du CM1, CM2. C'est vrai qu'elle ne va pas, elle, de son côté, faire jouer les enfants en classe avec des jeux de société, mais elle va plutôt former ses leçons autour d'une activité ludique qui peut être des quiz, qui va faire participer l'élève en fait pour que ça devienne agréable. Et en fait, du coup, l'élève s'y prête et après va pouvoir travailler de manière complètement naturelle. Ça, c'est très bien. Juste pour, du moment qu'on met le tour de main pour sucrer son enseignement avec quelque chose qui le rend agréable, qui fait qu'on se met à aimer la matière. Si vous voulez. Et ça, c'est décisif, la pédagogie de l'amour, d'aimer la matière. D'ailleurs, les meilleurs dans n'importe quel domaine sont des gens qui aiment leur métier, que ce soit un métier ou que ce soit une science, si jamais ce sont des chercheurs. Voilà. Quand vous voulez. S'il vous plaît. Ouais. Moi, j'ai juste ajouter quand même que le problème du prof, parfois, parce que je suis enseignant, le problème du prof, c'est un problème de ressources rares. La ressource rare, c'est le temps commun en classe. Alors, quand on a une notion à faire passer, une compétence à travailler avec les élèves, on se pose la question du temps qu'on peut allouer à cette compétence ou à ce temps-là dans le temps de classe. Et finalement, quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et faire un jeu, c'est peut-être très efficace, mais ça prend du temps. Si à côté de ça, j'ai une vidéo qui, en 2 minutes, peut présenter la notion de façon claire, en tout cas pour moi, et qui après va demander peut-être plus d'efforts à l'élève pour le maîtriser, pour l'acquérir, et je vais passer la vidéo. Vous voyez, il y a une concurrence à un moment donné entre les outils qu'on a à disposition, ou qu'on va aller chercher, par rapport à cette ressource rare qui est le temps. Alors, certainement qu'en faisant cette économie de temps sur le temps de classe, je fais un transfert de charge sur l'élève. Mais alors, ça c'est vrai si les profs sont seuls quand ils doivent élaborer de l'ingénierie pédagogique ou de l'ergonomie. L'idée c'est rendre le cours ergonomique. Parce que je vais être très très clair. Là je vous parle en tant que neuroscientifique. Si ça c'est le cerveau, l'école stimule ça. Et encore. Ça c'est une certitude qu'on a sur les différentes aires cérébrales, ce qu'on peut faire avec notre cerveau, etc. Là, j'aurais évidemment pas le temps d'entrer dans le détail, mais vous pouvez vraiment retenir ça, je vous le dis sans aucune retenue, ça c'est le cerveau, l'école stimule à peu près ça. Si le prof est tout seul quand il doit développer une ergonomie, là évidemment, il va devoir passer 5, 6, 10 heures pour inventer un nouveau jeu. Alors c'est ce que je fais avec mes élèves. À Centrale par exemple, on m'a demandé d'enseigner en gros
un volume qui fait 25 heures en 3 heures. Donc là, j'ai passé 2 semaines pour élaborer, pour créer un jeu sur mesure pour ça. Et j'ai réussi en fait à enseigner quelque chose qui normalement s'enseigne en 60 heures. Si vous voulez, ce temps de recherche, c'est de la recherche et développement. On fait de la recherche et développement, ça prend du temps. Une fois qu'on a la technologie, on l'applique, ça marche très très bien. Le vrai problème, c'est que les profs sont tout seuls. Ils ne mettent pas en commun leur savoir-faire ou leur pratique pédagogique. Ils ne sont pas encouragés à le faire non plus. Je suis d'accord. Mais s'ils pouvaient échanger sur leurs nouvelles pratiques pédagogiques, je vous assure que vous verriez des nouvelles méthodes d'enseignement émerger un peu partout. D'ailleurs, à chaque fois que c'est le cas, comme dans l'enseignement, typiquement l'enseignement des services secrets américains. Maintenant, je peux vous dire que je le connais parfaitement. Mais j'en ai vu des bouts, et pour l'enseignement des langues, ils ont des performances exceptionnelles. Parce que, évidemment, ils sont un peu payés au résultat, mais aussi, ils se mettent en groupe. C'est comment apprendre le chinois en 15 heures à quelqu'un. Alors, tout le monde dira, c'est impossible. En 15 heures, c'est pas possible. Quand vous êtes cognitiviste, vous entendez plein de gens vous dire, ça, c'est pas possible. Apprendre les maths aussi vite, c'est pas possible. Ils ont des certitudes comme ça. Et en fait, rien n'est impossible pour le cerveau. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On ne connaît pas les limites du cerveau humain. On les connaît vraiment pas. Et quand je vais vous montrer quelques cas assez exceptionnels, à mon avis, vous en serez parfaitement convaincus. Pour l'instant, tout ce que je voulais vous dire, c'est que jouer, c'est ergonomique pour le cerveau. Ça aussi, là, c'est une certitude. Simplement, ça nécessite de savoir créer des jeux aussi soi-même si vous êtes prof, ou bien d'en détourner. Mais encore une fois, je ne veux pas demander aux profs de travailler tous les soirs le week-end pour inventer des jeux. Simplement, je veux que personne ne se sente coupable de prendre son pied en apprenant. Parce que c'est la façon normale d'apprendre. Il n'y a aucune culpabilité à avoir d'aimer ce qu'on apprend et de prendre du plaisir à apprendre. Aucune. Alors, je pourrais quand même vous citer 2-3 exemples. Ce monsieur David Hilbert, grand mathématicien, il disait « Les maths sont un jeu ». Et pour lui, les maths étaient un jeu, dans sa tête. C'est dans sa tête. Tout ça, ça se passe vraiment, c'est contextuel, c'est dans la tête. Pour lui, il résolvait des équations différentielles au petit déjeuner. Il y en a qui font des sudoku, il y en a qui font des mots croisés. Lui, il résolvait des équations différentielles au petit déjeuner. Et ça, c'est uniquement, ça vient de ce qu'on appelle les marqueurs émotionnels, c'est-à-dire que dans toute son enfance, dans tout son vécu, à chaque fois qu'il a ouvert un bouquin de maths, c'était associé à une émotion positive. À chaque fois. Et ça, le système nerveux le marque à jamais, si vous voulez. Si vous avez une émotion de peur qui a été associée aux maths, ça peut être pour toute la vie. C'est comme ça qu'on a des rejets en maths. On a des gens qui disent « je ne suis pas bon en maths », c'est comme ça. Souvent, en plus, les marqueurs émotionnels, on oublie leur origine. On les internalise, c'est-à-dire automatiquement, j'ai vu des cas d'élèves qui avaient des phobies comme des phobies des araignées quand on leur montrait une équation. X plus 2 égale 0, trouvez X. Ils avaient des plaques rouges, comme si je leur avais montré une migale. Ce genre de choses ne devrait jamais arriver. Jamais. C'est l'idée qu'il faille terroriser l'élève et le faire souffrir pour le faire apprendre, je vous le dis clairement, c'est faux. Ça ne marche pas, c'est pas comme ça que le cerveau est fait. Et je sais que ça peut rentrer en collision avec une certaine conception d'enseignement traditionnel. Ce que je voulais dire en montrant ça d'ailleurs, c'est que ce n'est pas l'enseignement traditionnel. Si j'ai montré l'homme de Vitruve ici, c'est parce que chez les humanistes, on apprenait en se faisant plaisir. Et ça, c'est sociologique. Durant notre merveilleuse période humaniste en Europe, on apprenait pourquoi? On apprenait pour s'épanouir. Après la révolution industrielle, on s'est mis à apprendre pour fournir de la main-d'œuvre à l'industrie. Là, le but n'était plus du tout le même. Avant, on apprenait pour s'épanouir, connais-toi toi-même. C'était vraiment l'humanisme socratique. Ensuite, on a appris pour être une pièce détachée. Et si vous avez vu les temps modernes, c'est vraiment ça. Et chez Foxconn, l'entreprise qui fabriquait les produits Apple pendant longtemps à Taïwan, où le taux de dépression est tellement fort qu'on a été obligé de mettre des filets à suicide dans les dortoirs, des filets anti-suicide, les gens vous disent « je suis devenu un outil, je fais des tâches répétitives tout le temps, je ne réfléchis plus, je suis une machine ». Et ça, c'est quelque chose qui vient de la révolution industrielle. On se met à éduquer pour servir la machine industrielle, pas pour s'épanouir. C'est plus dans le contrat éducatif depuis cette époque. Je n'ai pas le temps évidemment de rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions après, là, je suis intarissable sur le sujet, on peut en parler des heures si vous voulez, avec le cas du Japon notamment. Mais pour l'instant, tout ce que je voulais vous dire, c'est que les humanistes, pour eux, apprendre en se faisant plaisir, c'était normal. C'est vraiment avec la révolution industrielle que dans tous les pays industrialisés, on a commencé à changer ce contrat. Mais donc je reviens. David Hilbert dit « les maths sont un jeu ». Einstein dit « la créativité, c'est de l'intelligence en se faisant plaisir ». Einstein qui était en échec scolaire, il faut le savoir. Tout le monde dit Einstein était un génie. Dans le système français, ça n'aurait pas été évident.
Il n'aurait pas fait Polytechnique, Einstein, je vous le dis tout de suite. En fait, il a fait Polytechnique Zurich. Polytechnique Zurich, qui est la meilleure polytechnique du monde, n'est pas sélective à l'entrée. Vous êtes suisse, vous rentrez. Vous avez un passeport suisse, vous rentrez. À la sortie, ils sortent des ingénieurs qui sont meilleurs que les nôtres. Comment ça se fait ça? En tout cas, c'est parce que Polytechnique Zurich est complètement libre à l'entrée que Einstein a pu faire des études supérieures. Et enfin, ce monsieur, Ken Robinson, dont je vous encourage à noter le nom si vous êtes intéressé par le futur de l'éducation, etc. Ken Robinson, pour être très clair, c'est l'homme qui a démontré que l'école tue la créativité. On en avait une intuition, il l'a démontré en faisant des études quantitatives. Ça, c'est brillant. C'était quelqu'un qui était en échec scolaire et qui est docteur maintenant et qui a été anobli par la reine d'Angleterre pour ses travaux sur l'éducation. Et lui aussi, il vous dit, apprendre en se faisant mal, c'est pas la méthode. Enfin, pardon, encore, je parle beaucoup, mais si vous voulez intervenir. Il dit, en fait, je crois qu'on n'apprend pas la créativité, on est avec et on la perd, pardon. On la perd ensuite. On est avec, mais on doit... We get educated out of it. On est éduqué pour la perdre. Alors, jouer, c'est la façon la plus rapide d'apprendre. Je vous présente Alexis Lemaire. Alexis Lemaire est le champion du monde de calcul mental. Il calcule la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres de tête en 3 secondes 62. C'est ce qui est le tableau. Donc, vous voyez, vraiment... Ça, c'est le nombre qu'il calcule, donc il est tellement grand qu'on ne peut pas l'écrire en ligne, mais c'est un nombre à 100 chiffres. Racine 13e de ça, de tête, en 3 secondes 62. Il n'est pas autiste. Beaucoup de calculateurs prodiges sont autistes, encore que l'autisme est quelque chose de tellement mal connu qu'en fait, ceux qu'on appelle autistes aujourd'hui, on les appellera sans doute plus autistes demain, mais ça, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, ce monsieur, évidemment, il prend un plaisir fou à manipuler les nombres. Vous n'atteignez de performance aussi exceptionnelle que si vous aimez ce que vous faites. Si ça le faisait souffrir de calculer, il n'aurait pas persévéré autant. Et c'est valable dans l'industrie aussi. Les leaders dans une industrie, ce sont toujours ceux qui sont passionnés par leur métier. C'est-à-dire que vous preniez encore une fois Apple, Google ou Hermès en France, ce sont ceux qui aiment faire le métier qui sont les plus compétitifs. Ça, c'est quelque chose que n'importe quel entrepreneur sait. Mais c'est valable aussi dans l'apprentissage. Si vous adorez quelque chose, et même si pendant 10 ans avant, vous aviez été en échec scolaire, vous n'aviez pas eu des bonnes notes, d'un coup, vous avez le déclic, vous vous mettez à adorer la matière, et là, vous devenez beaucoup plus compétitif que celui qui sait faire les exercices, mais qui travaille pour la note, plutôt que de travailler par pur amour de ce pourquoi il travaille. Alexis Lemaire, il utilise une fonction du cerveau qu'on a tous. Il n'a pas une bosse des maths qu'on n'a pas, il n'a pas une zone du cerveau qu'on n'a pas, il a le même cerveau que nous. Il utilise son cerveau différemment. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il spatialise ses calculs. Pour lui, dans cette salle, s'il était à ma place, là, il y aurait des nombres premiers, là, il y aurait les cosinus, là, il y aurait des logarithmes qu'il apprend par cœur et qu'il colle. Il les voit comme s'ils étaient collés au mur. Et il n'est pas né comme ça. Simplement, il est né avec une légère propension à le faire quand il était tout petit, avant même de savoir parler. Il avait une légère propension à associer l'espace et les nombres. On a tous ça à la naissance, pas l'espace et les nombres, mais on a tous des associations bizarres comme ça, ce qu'on appelle les synesthésies. Par exemple, penser à une couleur quand on pense à un chiffre, ou penser à une couleur quand on pense à une note. Alors, je vous le dis encore une fois, on est tous nés comme ça, mais on s'en souvient pas, parce qu'en général, ça disparaît après 1 ou 2 ans. On n'a pas le souvenir que quand on était un nouveau-né, en fait, quand on entendait un son ou une note, on l'associait automatiquement à une couleur, ou à n'importe quoi d'autre. Vous l'avez peut-être encore, parce que c'est beaucoup plus présent chez les dyslexiques, d'ailleurs, monsieur. Je parle pas, mais le monsieur, là, il est en train de raconter un grand bout de ma vie. Et ce qu'il vient de dire, là, c'est... Je suis dyslexique, j'ai compensé mon... Je suis dyslexique, j'ai compensé mon handicap par le jeu. J'arrive à parler maintenant avec vous, tout le monde. Si c'est au niveau du jeu, je peux parler pendant des heures et des heures. Il me voit sourire. Il me voit sourire depuis tout à l'heure. Et il parle de la chose... Là, il vient de parler d'exactement la chose la plus importante que je crois que l'être humain... La cinétique, vous pouvez imaginer ce que c'est la cinétique? C'est sentir les choses, récalquer signe de ce qu'on voit avec le cœur, les vibrations. Et si le jeu, c'est un langage universel, la cinétique, c'est la grammaire. Quand tu es en train de jouer, il y a deux vies. Il y a la vie, au minimum, sur des joueurs. Il y a 2 joueurs qui sont en train de jouer. Il y a au minimum 2 vies. Il y a ta vie, la vie de l'autre,
C'est pas vrai, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Il y a la vie du jeu. Et le jeu, en réalité, si ça serait un tableau, et au départ il est vierge, on le dessine et il se construit. Et là, vous voyez le tableau en train de se dessiner. Eh bien, c'est ça qu'il est en train d'expliquer, quelque part. C'est la chose que nous, on a oubliée. Eh bien, en réalité, quand on se met à jouer, eh ben, c'est ça qu'on refait sortir cette énergie-là et qu'on essaie de se sentir. Et c'est ça qui nous amène tout le plaisir. Du moins, pour moi, quand je joue, ça se sent bien, quoi. Ceux qui ont déjà joué avec moi sont morts de rire parce que c'est flagrant. Et cette chose-là, quoi, c'est implicitement gravé dans notre cerveau, quoi. Comment expliquer moi, j'étais dyslexique, j'ai usé 2 orthophonistes, un psychiatre. Il parlait, juste avant, il disait, à 2 ans, on oublie. Le boulot des orthophonistes et des psychiatres, c'est quoi? C'est de remettre les briques. Moi, j'ai eu 2 fois. J'ai eu la fois naturelle où moi, je me suis vautré parce que j'avais mon cerveau qui était peut-être mal monté. Et après, il y a eu des gens qui ont essayé de me le remonter. Beaucoup moins de cerveau mal monté qu'on croit. Ouais, mais je sais que c'est pas intuitif. La synesthésie, c'est par exemple, il faut avoir des gens qui associent un goût à des formes géométriques. Par exemple, j'ai vu des sujets qui disaient un triangle, ça a le goût de chocolat. Et c'est très simple à expliquer d'un point de vue neuroscientifique, c'est que vous avez une aire du cerveau là qui code pour le triangle, une aire du cerveau là qui code pour les goûts, elles s'activent ensemble. Elles se sont connectées comme ça à la naissance, elles s'activent ensemble. Mozart, par exemple, avait des synesthésies couleur-note. Beethoven aussi, pour lui, un Fa c'était rouge, un Do c'était vert. Et pour eux, c'est resté toute la vie. Et pour la plupart des gens, ça disparaît. Et les théories ne savent pas expliquer cette disparition. On ne sait pas si c'est dû à l'éducation ou si c'est naturel. Dans tous les cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette idée, ça c'est le cerveau, l'école ne stimule que ça, et encore ça, on découvre à peine ce qu'on pourrait faire si on utilisait notre cerveau d'une façon plus ergonomique. Et notamment, en répartissant la charge d'un enseignement sur plusieurs aires du cerveau. Quand je vous dis ça, c'est le cerveau, je pense aux aires cérébrales, en fait. Toutes les aires qui existent dans le cerveau. Et nous, pour enseigner, nous n'utilisons pratiquement que le langage. Le langage, c'est une fenêtre toute petite sur le cerveau. C'est apparu très tardivement dans l'évolution. Nous sommes les seuls animaux à savoir parler. Et dans l'évolution, nous avons été dotés de processeurs extrêmement puissants que nous n'utilisons pratiquement plus dans l'enseignement, qui sont notamment la mémoire spatiale. La mémoire spatiale est extrêmement solide, celle que vous utilisez pour vous rappeler où vous avez garé votre voiture, où vous habitez, où vous avez rangé les ciseaux chez vous. Cette mémoire-là est extrêmement puissante. Et c'est celle-là qu'Alexis Lemaire utilise pour faire ses calculs. Si nous savions l'utiliser, et les jeux vidéo la stimulent, nous pourrions avoir les mêmes performances. La communauté neuroscientifique s'accorde à vous dire qu'on pourrait tous avoir ces performances-là. C'est pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de savoir calculer la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres, sauf si ça vous amuse, mais être capable de retenir beaucoup plus d'informations et d'embrasser beaucoup plus. Ce qui est ça l'intérêt, si vous voulez, le fait que les jeux changent le monde. Prenez par exemple ce petit jeu sur tablette. C'est un jeu qui vous apprend à tracer en chinois. Il faut savoir une chose, le chinois, c'est la langue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle le mandarin ici ou qui l'a appris. C'est la langue qui a évolué pour être la plus compliquée et chiante possible. Je m'explique. On l'appelle mandarin parce que c'était la langue des mandarins, de l'administration centrale de l'empereur. Et l'empereur voulait absolument que les gens ne la maîtrisent pas. Donc il voulait absolument que ce soit une langue qu'on ne puisse pas maîtriser. Que seuls ses administrateurs puissent maîtriser pour pouvoir dominer le pays. C'était très intelligent. Mais évidemment, 2000 ans plus tard, ça a posé, si vous regardez les vieux, les paléo-caractères en mandarin, ils sont plus simples. C'est une langue qui s'est complexifiée systématiquement avec des caractères de plus en plus difficiles. À tel point, évidemment, que quand Mao a voulu alphabétiser tout le monde, il est parti sur une réforme qui simplifie les caractères, qui n'a pas été adoptée à Taïwan, mais tracer, rien que les règles de traçage, c'est-à-dire savoir dans quel ordre on trace le caractère. Quand j'ai commencé, je ne savais même pas que ça existait, qu'il y avait des règles, on trace dans un ordre précis. C'est super important parce que quand vous écrivez à la main, sinon les gens ne reconnaissent pas les caractères. Ça prenait avant, ça prenait 2 ans. Dans les vieilles écoles traditionnelles, vous aviez 2 ans juste pour apprendre à tracer un caractère. Enfin, les caractères chinois. 2 ans. Maintenant, vous avez une application sur tablette, vous pouvez l'apprendre en 3 semaines. 3 semaines à raison de 2 heures par jour. Voilà, ça c'est les jeux vidéo changent le monde. Enfin, les jeux tout court, hein, mais les jeux vidéo en l'occurrence. Et c'est évidemment pour ça que l'Inde investit dans des tablettes pas chères. Si vous voulez, dans un livre de géographie, la définition d'une superpuissance, c'est un État qui a une large population connectée et un large territoire connecté.
Le seul pays au monde qui vérifie cette propriété pour l'instant, ce sont les États-Unis. Mais il y a les fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui ont un large territoire, une large population, mais ni connectés ni l'un ni l'autre. L'Inde connecte son territoire, connecte sa population en développant des tablettes à 25 $, et la Chine connecte son territoire. Et connecter les gens, c'est ça qui change le monde. Et là, en l'occurrence, je voulais vraiment vous montrer en quoi le fait d'accéder facilement à la connaissance pouvait rendre trivial quelque chose qui était considéré comme difficile, de façon sacro-sainte. 2 ans, hein, tu dois faire tes 2 ans, hein, avant même de savoir commencer à écrire. Ça, voilà, c'est terminé, c'est balayé. Alors, ce monsieur, que j'aime beaucoup, Matthew Peterson, qui était dyslexique aussi, en échec scolaire, docteur maintenant, spécialiste de l'éducation, spécialiste mondial de l'éducation, il a fait quelque chose que, quand j'étais à Normal Sup, on me disait c'est impossible. Il y a tellement de choses dont on m'a dit dans l'éducation que c'était impossible et que dont j'ai vu qu'elles étaient possibles 5 ans plus tard, qu'à partir du moment, je ne crois plus quand les gens me disent ça c'est pas possible. Et ça c'est personnel, je ne demande pas d'en faire autant. Ce monsieur, il a enseigné les maths avec 0 mot. C'est pas compliqué, c'était en Californie, 50% de la population parle espagnol. Vous avez des gens qui arrivent à l'école, qui doivent apprendre des notions de maternelle ou de primaire alors qu'ils ont 7 ou 8 ans, qui ne parlent pas un mot d'anglais. Et il faut leur apprendre les maths, sans prendre le temps de leur apprendre l'anglais pendant 1 an avant. Matthew Peterson a relevé le défi. Il a fait un jeu qui s'appelle Estimat, où il n'y a pas un mot, qui vous apprend les maths jusqu'au niveau licence. Je vais juste me contenter de vous montrer ces chiffres. Là, vous avez, en orange, quand les gens envoient l'Estimat, c'est sur le test, l'équivalent du bac en maths, c'est un test standardisé américain sur les résultats en maths. En orange, vous avez les performances quand ils ont joué 1 an. 1 an, ça fait 35 heures en fait dans son programme. Donc disons 35 heures à son jeu ou 70 heures. Vous ne voyez pas, mais c'est quand il y a un petit 1 ou un petit 2, c'est pas important. Dans tous les États où il a été testé, il a été testé d'abord en Californie, mais ensuite dans tous les États que vous voyez, vous avez au moins 2 fois performance. Vous voyez, la colonne orange est au moins 2 fois supérieure à la colonne bleue partout. Un jeu qui enseigne les maths sans langage, de façon drôle, ludique, agréable, meilleure performance. Beaucoup de gens pensent que enseigner avec le jeu, c'est mettre un poids sur la connaissance, c'est perdre du temps. C'est enseigner en 5 heures ce qu'on aurait pu enseigner en 1 heure, c'est faux. Si c'est bien fait, quand c'est mal fait, c'est ça. Effectivement, quand c'est mal fait, c'est enseigner en 5 heures ce qu'on aurait pu enseigner en 1 heure. C'est pour ça que vous ne verrez jamais pour l'instant, dans les très grandes écoles françaises, des enseignements avec le jeu. On considère que c'est une perte de temps. Parce qu'on n'arrive pas à imaginer qu'il y ait des synergies entre le plaisir et l'apprentissage. Mais quand il y en a, voilà les performances qu'on a. Et par quelqu'un qui lui-même était dyslexique, en échec scolaire, et dont ses profs disaient qu'il n'avait absolument aucun avenir, ni dans l'éducation, ni dans la recherche. Quand je disais aussi les jeux peuvent sauver le monde, ça c'est un jeu sur tablette, où on s'amuse à replier une protéine. Ça c'est une représentation d'une protéine. Et on s'amuse avec ses doigts à la replier pour qu'elle ait une forme qui soit biologiquement convenable. Ça a l'air idiot, donc en fait vous jouez là, vous voyez les liaisons bleues montrent des liaisons magnétiques, et en fait dans le jeu, le jeu représente les chocs magnétiques qui peuvent exister et qui font que la protéine ne pourrait pas avoir telle ou telle forme. Le jeu est bien fait, il est ludique. Si vous y jouez là demain, ça sera aussi marrant que des mots croisés ou du sudoku, sans même savoir que c'est une protéine. C'est surtout quand on ne sait pas que c'est marrant. Mais ce jeu-là a permis de sauver des vies, pour une raison très simple. Le reploiement des protéines, un ordinateur ne peut pas le calculer lui-même, ne peut pas l'heuristique, chercher la forme optimale, un ordinateur ne peut pas le faire. Il n'existe pas d'algorithme, c'est mathématiquement prouvé, il n'existe pas d'algorithme qui permette de retrouver la forme. C'est simplement en tâtonnant, sans avoir un algorithme mathématique justement, qu'on peut trouver les formes. C'est la seule manière. Les scientifiques le savent. Pendant 10 ans, ils ont joué à ce jeu tout seuls dans leur labo. Puis un jour, quelqu'un a dit, mais attendez, on va en faire un jeu grand public, puis on va laisser des millions d'utilisateurs trouver des solutions pour nous. C'est ce qu'ils ont fait. On a trouvé plus de 15 molécules thérapeutiques grâce à ce jeu. Et encore, là les chiffres que je vous sors, c'était en 2009, donc depuis on a dû en trouver d'autres. Sachant qu'une molécule thérapeutique, le ticket d'entrée quand vous êtes une boîte pharmaceutique, pour mettre une nouvelle molécule sur le marché, vous savez combien c'est? En dollars à peu près 1 milliard. Le ticket d'entrée, si vous voulez commencer à lancer un nouveau médicament, 1 milliard. On en a trouvé 15, avec un jeu sur tablette. Et c'est que le début. Les astronautes, les astrophysiciens et... comment ça
ça va être cosmologue, voilà. Cosmologiste de la NASA, utilise des jeux pour faire que le grand public identifie des galaxies ou pas. Pareil, regarder des images d'un télescope et dire ça c'est une étoile, ça c'est une galaxie, un ordinateur ne peut pas le faire. Du coup, ils ont fait un jeu où on doit l'identifier soi-même. Ça marche super bien. Ce jeu s'appelle Galaxy Zoo, vous pouvez le télécharger si vous voulez. Alors, dernier message, je suis désolé, j'ai beaucoup parlé vraiment, mais encore une fois, interrompez-moi quand vous voulez. Jouer, c'est dans notre siècle pour plein de raisons, pour des raisons sociologiques, économiques, historiques vraiment, parce qu'on est dans un siècle, le 21e siècle, c'est le siècle qui va marquer l'ère post-industrielle, si vous voulez. L'ère où on va aller au-delà de la révolution industrielle, du point de vue de la pollution, du point de vue de la préservation de l'environnement, du point de vue de la conception de l'homme dans l'économie, etc. Et jouer s'accorde très bien avec ça. Alors, juste vous montrer un exemple, c'est une communauté que j'ai beaucoup étudiée, la communauté des pro-gamers. Ici, vous voyez des joueurs professionnels qui viennent de se faire un chèque de 100 000 $ pour avoir gagné une compétition de Halo. Halo, un jeu de tir à la première personne. Les joueurs professionnels coréens, c'est pas anodin que ce soit les Coréens, on va voir qu'il y a plein de raisons intéressantes à ça, peuvent se faire facilement 70 000 € mensuels toute l'année, en jouant. Vous avez des gens donc, qui étaient aussi très souvent, pratiquement toujours en échec scolaire, qui quand vous les mettez devant un jeu de stratégie ou autre, vont développer une expertise de niveau au moins Bac+5, au moins. En algorithmique, en théorie de l'optimisation, en théorie des jeux. Alors que ces gens-là n'auraient même pas pu avoir leur brevet, en fait, précisément. Dans notre système, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient mal faits, hein, c'est-à-dire qu'ils ne rentraient pas dans le trou carré alors qu'ils étaient ronds. Les gens professionnels, donc, font de l'argent, c'est ça qui est marrant, c'est vraiment la différence jeu-travail, quoi. Joueur professionnel. C'est quoi ton boulot? Jouer aux jeux vidéo. Là, c'est 500 000 $. Alors ça, c'est anecdotique, mais c'est pas que pour ça que jouer est dans le ciel. Vous allez voir vraiment pourquoi. En Corée, je vous présente Hobo Albert, je crois qu'il s'appelle. Donc c'est un robot Albert Einstein. Là, vous voyez bien le drapeau coréen. En Corée, alors la Corée, il faut le savoir, il n'y a pas de ressources naturelles là-bas. C'est miracle économique coréen, une croissance à 2 chiffres depuis 30 ans. Vous auriez dit aux Américains, quand ils étaient en Corée, pendant la guerre de Corée, ce pays-là va devenir une superpuissance et Samsung est le concurrent numéro 1 d'Apple. C'est Samsung qui a construit par ailleurs la tour la plus haute du monde à Dubaï. Vous leur auriez dit dans les années 50, ça va venir de Corée, c'est comme si vous me disiez maintenant, ça va venir du Sénégal, ce qui d'ailleurs n'est pas impossible par ailleurs. Mais, si vous voulez, c'est ce miracle économique coréen. Il a une seule cause, l'économie de la connaissance. Pas de ressources naturelles, donc on investit tout sur la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire politique nationale de on veut que la connaissance circule le plus vite. Faire circuler la connaissance. Et quand le gouvernement coréen, qui est très centralisé pour le coup, s'est dit l'avenir c'est la robotique, il faut qu'on le transmette à la population. Il faut que cet engouement pour la robotique, on le transmette à la population. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait? Des cours chiants, des conférences magistrales, comme on aurait fait? Bien sûr que non, ils ont fait un parc d'attractions. Un parc d'attractions qui s'appelle Roboland, qui est à Séoul, et dont le but est de transmettre l'idée à la jeune génération que les robots c'est l'avenir. Ça c'est vraiment c'est un jeu, un parc d'attractions par définition, c'est un endroit où on joue. Et le gouvernement coréen a considéré que c'était la chose la plus importante et stratégique à faire pour promouvoir l'industrie coréenne. Il faut savoir qu'en Corée, il y a un ministère de l'économie de la connaissance. C'est le seul pays au monde où il y en a un. Un ministère complet de l'économie de la connaissance. Régalien, avec un gros portefeuille. Qui est complètement autonome, qui ne dépend pas du ministère de l'économie des finances ou de l'industrie, qui est autonome. Ministère de l'économie de la connaissance. Et évidemment, un de ces enjeux, c'est comment faire circuler la connaissance plus vite. Or, avec les jeux, elle circule très très vite. Et ça, c'est pas qu'en Corée. Vous prenez par exemple, à côté de Barack Obama, ici, vous voyez Steven Chu, un ancien ministre américain, qui était ministre de l'énergie. Et sa nomination avait été interprétée à l'époque par tous les journalistes politiques américains comme un tournant vers l'économie de la connaissance. D'habitude, ministre de l'énergie aux États-Unis, c'est confié à un expert du pétrole, à quelqu'un qui connaît que l'industrie du pétrole. Et là, Barack Obama confie ce portefeuille à quelqu'un qui n'y connaît rien au pétrole, mais qui est en fait prix Nobel de physique et qui était prof, et qui sait comment transférer la connaissance.
Et là, si vous voulez, si on veut rentrer dans des considérations géopolitiques, c'est très intéressant parce que pendant 50 ans, toute la puissance américaine, elle est venue d'une seule raison. Le fait que le dollar était la monnaie du pétrole. Vous vouliez du pétrole, il vous fallait le dollar. N'importe où dans le monde. Et maintenant, ce qu'on est en train de considérer, c'est que le dollar soit la monnaie de la connaissance. À mon avis, c'est trop tard pour que les États-Unis y arrivent, et je suis d'ailleurs très heureux qu'il n'y ait pas une monnaie de la connaissance, ça aurait été désastreux. Mais les États-Unis sont en train de partir vers un tournant qui est, nous voulons que notre monnaie soit la monnaie de la connaissance. Pour une raison très simple, le pétrole est une ressource finie, la connaissance est une ressource infinie. Avec la connaissance, vous pouvez avoir une croissance infinie. Si votre croissance elle est basée sur le nombre de brevets que vous avez déposés, la valeur que vous avez créée en transformant les mêmes ressources mais mieux, vous pouvez avoir une croissance infinie, c'est possible. Si votre croissance par contre est uniquement basée sur l'exploitation des matières premières, la croissance infinie c'est mathématiquement impossible. Donc, les jeux changent le monde. Je vais vous montrer 2 derniers exemples qui vraiment pour vous inspirer. Sur le fait qu'il faut toujours se laisser guider par l'amour, je dirais, si je voulais vous faire une conférence un peu ou à la Steve Jobs ou à la hippie, d'ailleurs c'est pas incompatible. Pour être compétitif, il faut aimer ce qu'on fait, vraiment. Je vous montre juste un cas. Ce monsieur, il s'appelle David Cho, américain d'origine coréenne. Lui, ses parents étaient prêts à lui payer des études de médecine. Aux États-Unis, ça coûte un bras, donc c'était pareil. Il a dit non, je veux peindre des peintures murales. Alors là, je vous avoue que j'ai pas d'enfant encore, mais si j'en ai et que je veux faire que mon fils peut faire médecine et qu'il dit non, je vais peindre des peintures murales, à mon avis, moi aussi, ça va me titiller un peu. Non, peindre des peintures murales, tu t'embarques dans une voie qui, a priori, va pas t'apporter prospérité et richesse. Vous savez combien d'argent il a fait juste en mesurant, désolé d'être aussi vulgaire, mais en mesurant juste la partie pécuniaire. Ce monsieur, il a peint des peintures murales pour une société. Cette société n'avait pas d'argent pour le payer. Elle lui a dit, bon, je te file des stock options. Vous savez quelle était la société? Quelle société déjà, c'est aussi pour ça que je demande, considérait aussi important de peindre des peintures murales sur ses locaux? Microsoft. Alors Microsoft, non, je ne sais pas l'esprit à Microsoft. Apple, ça aurait très bien pu être Apple. Ça aurait très bien pu être Google, mais c'est pas Google. Vous êtes presque. Facebook. Voilà, pardon, on a une petite boîte qui se crée dans un garage, on n'a pas d'argent. On te file des stock options, 300 millions de dollars. Papa, maman, je vais peindre des peintures murales, 300 millions de dollars. S'il avait fait médecine et qu'il avait été chef de service à l'hôpital de Princeton, il lui aurait fallu 100 ans pour faire ça. Faire ce qu'on aime, je sais que ça peut paraître démago aussi, etc. Mais pourtant c'est tellement vrai, et toutes les boîtes qui ont réussi, ça a été basé là-dessus. C'est pour ça qu'il faut enseigner la pédagogie du plaisir à l'école. Parce que l'idée même que travailler et prendre son pied soit antinomique se répercute sur notre tissu économique, complètement. Elle fait que nos entrepreneurs, typiquement en France, beaucoup au Japon aussi, on a des exceptions à chaque fois. En France, on a Hermès comme exception, c'est pas la seule, mais c'est la plus intéressante parce que c'est un leader mondial, si vous voulez, dans son domaine, où vraiment on a, ceux qui l'ont fondé étaient partis du principe que s'ils adoraient leur métier, ils seraient les plus compétitifs. Au Japon, vous aviez Honda dans la même histoire. Et en Corée, ça me saoule. Mais si on enseigne implicitement aux élèves que, bon, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour jouer, et ça n'a rien à voir, et bien à la fin, en bout de chaîne, on se retrouve avec des entrepreneurs, des enseignants, des acteurs de la société civile, ou de la société, ou des fonctionnaires, qui l'ont tellement internalisé que pour eux, c'est devenu une règle. Et ça, c'est dramatique. C'est pour ça que je vous disais, on est dans un nouveau siècle, on peut pas faire table rase du passé, c'est toujours l'erreur, tout enlever, surtout pas. Il faut faire l'inventaire, dire ça c'était bien, ça c'était pas bien. Quand les gens vous parlent d'enseignement traditionnel, ils vous disent l'enseignement traditionnel c'est la canne avec carotte et le bâton, je vous réponds tout de suite, non. L'enseignement traditionnel c'est ça. C'est Vittorino da Feltre, Michelangelo, Da Vinci, etc. qui enseignaient pas comme ça. Et l'enseignement encore plus traditionnel, si vous voulez vraiment qu'on remonte à Socrate, c'était pas comme ça non plus. Donc ce qu'on appelle l'enseignement traditionnel, c'est un enseignement très jeune, qui a à peu près 200 ans, à l'échelle de notre histoire c'est très jeune, et qui vient en droite ligne de la révolution industrielle. Et cet enseignement, il faut en faire l'inventaire, vraiment, de façon urgente.
Je pourrais même vous dire pourquoi. Quand je disais de façon urgente, les jeux sauvent le monde. Donc rappelez-vous, je dis les jeux peuvent sauver des vies. Avec notamment Foldit, ce jeu où on replie une protéine et on trouve de nouveaux médicaments. Au Japon, tous les 10 ans, vous avez 300 000 suicides. Tous les 10 ans. C'est 2 fois la guerre civile algérienne sur la même période. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une guerre, des faux barrages, de la Kalachnikov, des grenades, etc., qui a fait 2 fois moins de morts, qui fait 2 fois moins de morts sur la même période qu'au Japon, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, tous les 10 ans. Et la dépression, le suicide, si vous voulez, c'est un peu comme le cancer. C'est-à-dire que vous avez un cochon tirelire, chacun met sa pièce, quand vous avez atteint le bon quota, bim, vous avez le cancer ou vous êtes dépressif. En gros, pour parler de choses un peu joyeuses. Donc au Japon, on ne peut pas vraiment dire que c'est uniquement l'enseignement le coupable. Mais le Japon, comme tous les pays qui se sont industrialisés très vite d'ailleurs, a un des systèmes éducatifs les plus durs du monde. À la naissance, pratiquement, vous êtes en compétition. Pour la meilleure maternelle, pour la meilleure primaire, pour la meilleure... À la naissance. En Chine, c'est évidemment encore pire. Avec un système pareil, la pression est telle que déjà, d'entrée de jeu, vous avez des gens qui sont au bord de la crise. Mais en plus de ça, il y a vraiment l'idée que souffrir, c'est bien. Que souffrir à l'école, prendre cher, c'est bien. Tu es sur la bonne voie si tu souffres, c'est bien. Tu sues, tu pleures, c'est bien. Ça prouve que tu travailles. Sachant que un athlète de haut niveau, aussi, il sue et il pleure. Mais il prend du plaisir à le faire. Quand on est joué, ça ne veut pas du tout dire ne pas faire d'efforts. Absolument. Alors pour le cerveau, pas du tout. Quand vous mettez quelqu'un en imagerie cérébrale et que vous regardez son cerveau dans un jeu, quel qu'il soit, first person shooter, stratégie, n'importe quoi, ou bien jeu d'échecs, évidemment, ça paraissait maintenant assez connu. Donc je prends vraiment les jeux vidéo, on considère comme des jeux de glandeur, quoi. Et bien en imagerie cérébrale, très clairement, le cerveau est beaucoup plus sollicité. À tel point que la consommation de glucose dans le cerveau est sans commune mesure entre lire un bouquin de maths et jouer à un jeu vidéo. Pourquoi ça? C'est paradoxal. Ça semble paradoxal. Pourquoi? C'est très simple. Quand vous lisez un bouquin de maths, vous n'utilisez que ça de votre cerveau. Vous fatiguez plus vite. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous utilisez ça. Vous fatiguez moins vite. L'effort, en tout cas en termes de joules, si vous voulez, est bien supérieur quand vous utilisez toute votre main. Simplement, pour l'instant, dans l'enseignement, on ne sait pas atteindre ça avec un enseignement. On ne sait pas le faire. On sait un peu. À la NASA, ils savent le faire. Dans certaines universités, on commence. Mais c'est pas passé dans la vie de tous les jours encore. Si ça passait dans la vie de tous les jours, on apprendrait plus vite, beaucoup mieux, et en prenant du plaisir. Ce qui paraît, encore une fois, paradoxal, parce qu'on se dit non, on ne peut pas apprendre plus vite et mieux à la fois. On ne peut pas apprendre plus vite et en prenant du plaisir à la fois. À un moment donné, il faut choisir. Non. On peut avoir les trois à la fois. Apprendre plus vite, mieux et en se faisant plaisir. C'est possible. C'est ça l'ergonomie cérébrale. Je termine sur cette image. Ça, c'est une photo du campus de Stanford, donc le cœur de la Silicon Valley, où j'ai vraiment passé les meilleures années de ma vie de chercheur. Loin, c'est un lieu exceptionnel. Et la Silicon Valley, elle est caractérisée par un très haut débit de connaissances. La connaissance circule extrêmement vite. C'est-à-dire que les gens l'échangent plus facilement, les gens se font confiance. Et si vous voulez, entre le moment où un chercheur fait une découverte au fin fond de son labo et où ça passe dans la rue de la ville juste à côté, c'est même pas 6 mois. Et ça, évidemment, ça fait que c'est un lieu où les entrepreneurs se sentent chez eux. Le sang de la Silicon Valley, confiance et connaissance. Connaissance qui circule vite, confiance qui circule vite. Confiance en soi et confiance en l'autre. Alors évidemment, pas besoin d'être un neuropsychologue pour savoir qu'un enfant qui prend des coups, il perd sa confiance en lui. Et évidemment, il n'y a rien de pire que les coups psychologiques. Les coups psychologiques à l'école, on en prend tout le temps. Et on en prend tellement tout le temps qu'on a fini par croire que c'était normal, que c'était bien, que ça forgeait le caractère. Et je vous le dis clairement, non. Donc les jeux vidéo changent le monde. Oui, maintenant, tout de suite, ils augmentent le débit de connaissances. La connaissance mondiale, elle double tous les 9 ans. Tous les 9 ans, vous avez 2 fois plus de connaissances qu'avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Tous les 9 ans, c'est comme si on avait 2 fois la planète Terre en connaissance. Si on continue à transmettre la connaissance par des livres, par des conférences, comme ce que je suis en train de faire d'ailleurs, on va saturer. Pour l'instant, ceux qui saturent, ce sont les médecins, ce sont les chercheurs. C'est-à-dire un médecin qui doit vous proposer un nouveau traitement. S'il devait se farcir toute la littérature sur le sujet, il ne pourrait pas. Même s'ils étaient 15, il ne pourrait pas. Du coup, des vies sont perdues. Des traitements n'arrivent pas aux patients parce que la connaissance n'a pas circulé. C'est ça l'enjeu d'augmenter la bande passante des transferts de connaissances. Et cette technologie qu'on a, les jeux physiques,
ou vidéo. L'idéal est d'employer les deux à la fois. C'est vraiment la fibre optique du transfert de connaissances. Je finis en vous laissant ça. Merci beaucoup en tout cas. Je voulais juste témoigner, enfin c'est difficile de passer après, en toute modestie, et que le jeu, dans tout ce que tu nous as brillamment dit, c'est que le jeu bouscule aussi les représentations, donc au travers des marqueurs émotionnels, etc. Moi je vois avec les jeux de lettres, avec l'image très culturelle, très intello qu'elle véhicule, je vois des parents qui passent devant le jeu surdimensionné d'Octo Verso, les enfants qui vont spontanément jouer avec les lettres et les faire tomber ou faire tourner le support, et les parents disent « touche pas à ça, c'est pas pour toi ». Et mon plus grand bonheur, c'est d'arrêter l'enfant, de le faire jouer, de voir qu'il s'émerveille, et d'entendre le parent qui va dire « de toute manière, il est en difficulté scolaire, il a tel problème, il a tel truc, il n'y arrivera pas ». Et on voit que l'enfant, il a un super plaisir à manier les lettres, il y arrive tout à fait bien. Et après, on voit les parents, dans le meilleur des cas, je dirais, parce que des fois, c'est pas possible, mais dans le meilleur des cas, le parent arrive à partager et à s'asseoir autour d'un jeu de lettres. Et en fin de compte, on bouscule ces représentations qui étaient véhiculées et qui, pour eux, c'était pas possible, c'était pas accessible. Alors, j'ai aucune prétention sur ce qui va se passer après, sur tout ça, mais ils ont pu bousculer un peu une représentation, hein, je ne sais pas le dire aussi brillamment que toi, mais ça peut-être percuté ou quelque chose s'est fait de manière à se dire, bah tiens, les lettres, en fin de compte, on peut jouer, on peut échanger, on peut rigoler autour, et c'était quelque chose qui était, jusqu'à présent, dans leur représentation, complètement impossible. Voilà, c'était juste ça que je voulais ajouter. Si on avait chronométré 30 paroles, mais j'avais pas grand-chose à dire pour te couper, de toute façon, c'était très bien présenté. Moi, je vais juste témoigner. Ça fait donc 10 ans que j'y ai appartenu, ça fait 10 ans que je suis, un peu plus maintenant, 11 ans que je suis dans le monde du jeu de société. Au fur et à mesure, j'ai vu les comportements évoluer. Il faut savoir que maintenant, les gens qui ont des enfants, qui sont parents, etc., ont découvert l'ordinateur quand ils étaient jeunes, ils ont commencé à jouer très jeunes, et le jeu est vachement décomplexé maintenant, alors que quand on voit des parents un peu plus vieux, ils viennent vous voir dans une boutique ou sur un salon, c'est un jeu pour mes enfants, quel âge ils ont, d'accord, ils ont des copains, ils jouent avec, ils sont combien, est-ce que vous jouez avec eux? Alors ça c'est la question à laquelle tout le monde répond, ah mais non, je joue pas avec eux, non mais c'est pas pour moi, j'aime pas jouer, ou bref, ils ont toujours une bonne réponse. Et c'est vrai que les enfants qui s'en sortent le mieux, alors après, je ne vais pas dire à l'école, parce que, comme tu l'as démontré, on n'est pas tous faits pour le même trou carré, etc. Mais les enfants qui s'en sortent le mieux, c'est quand même ceux qui ont le plus d'échanges avec leurs parents. Et je trouve que, moi, de tout ce que j'ai vu, c'est souvent ceux qui ont joué avec leurs enfants, qui jouent avec leurs enfants et qui jouent jusqu'à... Il n'y a pas d'âge, quoi. Moi, je sais pas, j'ai joué avec mon père, avec ma mère assez longtemps. On n'était pas... et puis bon, on a découvert l'ordinateur. Moi, autant il y a des gens qui sont... Les enfants d'aujourd'hui sont nés avec l'informatique, ils découvrent pas les technologies, donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Moi, j'ai découvert l'informatique au fur et à mesure qu'on inventait l'informatique. Enfin non, parce que j'étais pas là au tout début, mais enfin j'ai eu un PC PX2 486, un Amstrad je sais pas quoi, etc. Donc grosso modo, j'ai découvert le monde du jeu avec toute mon enfance. Et j'étais pas très bon en classe, mais j'étais bon en maths, j'ai fait des études scientifiques, je me suis fait chier, et tout d'un coup j'ai fait des études d'art, et là j'ai eu mention bien, et je m'en suis sorti, et maintenant c'est mon métier, etc. Bizarrement, ça me passionne, et je peux bosser 22 heures de suite sans jamais m'emmerder, et, excusez-moi, je dis grossièreté, il n'y a pas enfants à ça, des grands enfants. Voilà, l'idée c'est que, bon, à part la fatigue physique, pour me décrocher faut une grue, pour me décrocher du travail, quoi. Et c'est un vrai plaisir, donc ça je rejoins cette expérience, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, où le travail, quand c'est un plaisir, quand
c'est un jeu, puisque dans le jeu, il y a tellement de plaisir, c'est un échange, mais c'est aussi un plaisir personnel. Il n'y a pas de douleur, et donc on fait ça, mais tellement facilement, c'est tellement... c'est vrai que du coup, bon, ma femme est enceinte, je vais découvrir tout ça, moi, bientôt, là, ça vient, la pression monte. Mais dans ma tête, la douleur pour apprendre, ça n'existe pas. Surtout, fais-toi plaisir, quoi. C'est le but, quoi. On serait ravis d'avoir vos commentaires. Surtout si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça le plus intéressant. Ouais, alors, je suis plutôt d'accord. Je te remercie pour. Je suis plutôt d'accord et enfin, j'ai appris plein de choses ce soir et j'en pars assez boosté. Juste deux questions. Pourquoi une conférence ce soir où un exposé et pas un jeu? Et si tous les messages, enfin tout ce que tu nous as passé, ça devait prendre la forme d'un jeu, ce serait quoi? Et quel serait le process de développement de ce jeu finalement? Comment ça se met en place? Je crois que vous pouvez déjà répondre aussi. Vous, comment vous l'auriez fait? Après, je te réponds aussi. Alors attention, à chaque fois qu'on me demande mais comment t'as inventé ce jeu-là? Bah bien sûr, lundi matin je me suis réveillé, j'ai pris mon bain et puis en sortant du bain je me suis dit mais bien sûr ce jeu c'est comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'on invente un jeu. Donc là tout de suite à froid, là, oui, mais c'était pas un jeu, c'était une théorie. Mais bon, des fois on a des idées comme ça qui viennent. C'est vrai. D'ailleurs, le jeu en hasard n'a rien à voir. Ceci dit, comment on aurait pu faire les choses? Bien sûr, un jeu, alors on peut partir sur des pistes, on aurait fait participer les gens déjà. Hein, c'est vrai qu'il apparaît tout seul pour l'instant. Ce qui est très mal, il ne faut pas faire comme ce que j'ai fait maintenant. Mais tu te dois m'excuser plusieurs fois. Donc, non, mais bon, en même temps, tu as un auditoire qui était là pour aussi partir du principe qu'on découvre tout ça. Donc maintenant qu'on a découvert tout ça, comment on ferait mieux? Je pense que le plus simple, peut-être à base de questions-réponses ou d'associations d'idées, on aurait suivi ton cheminement et puis tu nous aurais amené à partir d'un fil conducteur de départ jusqu'à la fin, en nous faisant faire les choses en fait, nous-mêmes, grosso modo. Tu aurais sûrement réussi à faire ça, je pense. Grosso modo, tu aurais juste amené des photos en disant bon, et puis maintenant si je vous montre ça, pouf, on va vers où, etc. Et puis on y serait peut-être arrivé quand même. Bon, on serait peut-être perdu en chemin, parce qu'il est précis quand même par moment. Mais bien, en nous recadrant, il nous aurait mis dans le chemin, je pense, ça aurait pu être pas mal. Après, pour faire un vrai jeu, on s'assoit autour d'une table et on joue. Alors là, il faudrait qu'on en parle ensemble pour qu'on sache où on va, parce que là, pour l'instant, je suis un peu perdu. En fait, on m'a demandé de faire une conf, donc j'ai fait une conf. Mais là, si tu veux qu'on joue là tout de suite, j'ai un jeu de stratégie, on est 30, il me faut une demi-heure. Enfin, il nous faut une demi-heure, si vous voulez rester une demi-heure de plus, je vous fais une séance. Ça, c'est pas du tout un problème. Alors, avec les centraliens, je le fais en 5 heures, parce que là, c'est le truc poussé. Voilà, et c'est les dernières années, on leur fait la totale. Mais j'ai un jeu de strat tout prêt, si vous voulez. On y joue, vous formez 6 groupes de 5, et on se fait un tour de jeu de stratégie là-dessus. Il n'y a aucun problème, j'aurais pu. Le truc, c'est que à animer, c'est fatigant. J'ai un peu les cernes là déjà. Si tu veux les creuser encore plus, c'est gentil. Mais si vous voulez, sans déconner, je peux faire. C'est faisable. C'est faisable. Si vous voulez rester une demi-heure de plus et faire un jeu de stratégie, là tout de suite cash, à mon avis, on est là. Pour faire passer les mêmes messages. J'espère qu'il faut décider en quorum. Qui a envie de se tenter un jeu de stratégie là en 30 minutes? À mon avis, vous êtes tous un peu fatigués aussi. C'est un jeu, c'est pas chiant, par définition. C'est un vrai jeu. Simplement, j'ai besoin que vous mettiez ensemble 6 groupes de 5, on est 30 dans la pièce. Et on peut même le faire en 15 minutes, plus simple. Il y a une connexion internet ici?